Tu as 15 minutes pour prendre tes affaires et partir. Pour toujours. Les mots de mon ex-femme, Amanda, ont tranché l'air froid du matin alors que je me tenais devant la porte de la maison que j'avais aidé à acheter 8 ans auparavant. Je m'appelle John et, à 42 ans, je n'aurais jamais imaginé être expulsé de ma propre maison par une femme qui avait juré de m'aimer pour le meilleur et pour le pire. Le divorce avait été prononcé la semaine précédente, mais je pensais que nous aurions le temps de régler les questions pratiques de manière civilisée. Comme je me trompais. Amanda, s'il te plaît, laisse-moi juste. Non, a-t-elle crié en tenant la porte entr'ouverte juste assez pour que je puisse voir son visage déformé par la colère. Tu as perdu tous tes droits quand tu as décidé d'être un raté. Mon avocat a été très clair. Cette maison est à moi maintenant. Derrière elle, je pouvais voir Thomas, son nouveau petit ami, confortablement assis sur le canapé que nous avions acheté ensemble pour fêter notre 3e anniversaire de mariage. Il ne m'a même pas regardé, il a simplement continué à regarder la télévision comme si j'étais invisible. Le vent glacial de décembre me transperçait à travers ma chemise fine. Je n'étais pas préparé à cela. Personne n'est préparé à être réduit au statut d'étranger dans sa propre vie en 15 minutes. Où sont mes vêtements? Mes documents? Ai-je demandé, essayant de rester calme alors que mon monde s'écroulait autour de moi. Amanda a jeté 2 sacs en plastique sur le sol mouillé du porche. Voilà tout ce que tu mérites. Le reste ira à une œuvre caritative. Lorsque je me suis baissé pour ramasser les sacs, j'ai senti quelque chose de rigide dans la poche intérieure de ma veste. C'était un vieux portefeuille en cuir marron que je n'avais pas utilisé depuis des années, rangé dans le placard. À l'intérieur, parmi de vieux reçus et des cartes périmées, se trouvait une carte bancaire que je n'avais pas vue depuis des décennies. C'était la carte que ma mère m'avait donnée avant de mourir, quand j'avais seulement 17 ans. Pour les urgences, mon fils, m'avait-elle dit avec ce sourire fatigué que je n'ai jamais oublié. Ne l'utilise que lorsque tu n'as plus d'autre choix. Je ne l'ai jamais utilisé. Je n'en ai jamais eu besoin. À l'époque, Amanda avait dit que c'était idiot de garder des bric-à-brac sentimentaux, et j'étais d'accord, la rangeant au fond de mon vieux portefeuille. Maintenant, avec mes 2 sacs trempés par la pluie et nulle part où dormir, ce morceau de plastique jauni semblait être mon seul espoir. 20 minutes plus tard, j'étais à l'agence bancaire la plus proche, tremblant de froid et de nervosité. L'employé, un jeune homme nommé Marcus, a regardé la carte avec scepticisme. « Monsieur, cette carte est très ancienne. Je ne sais pas si elle est encore active. S'il vous plaît, vérifiez simplement. » ai-je demandé en essuyant les gouttes de pluie sur mon visage. Marcus a inséré la carte et tapé quelques codes. Son expression a changé instantanément. Ses yeux se sont écarquillés, il a dégluti et m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur John, vous devez parler à la directrice. » Immédiatement. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Ce n'est pas un problème, monsieur. C'est juste que... Il a hésité, regardant à nouveau l'écran. Ce compte a un solde très considérable. Le monde semblait s'être arrêté. Considérable comment? Marcus déglutit à nouveau. 2,7 millions de dollars, monsieur. Et il y a une note jointe qui dit que le compte a été bloqué par ordonnance judiciaire jusqu'à aujourd'hui. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ma mère, qui était morte alors que nous étions pauvres, qui avait 3 emplois pour payer le loyer, m'avait laissé près de 3 millions de dollars? Bloqué par décision judiciaire, murmurai-je. Par qui? Marcus se remit à taper, le front plissé par la concentration. Par le cabinet d'avocats Patterson et Associates. Ordonnance signée par. Il s'interrompit, la voix brisée. Par Amanda Richardson. Votre ex-femme, monsieur. Si vous aimez découvrir avec moi les secrets qui se cachent derrière cet héritage mystérieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert sur Amanda et ce blocage va bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ma propre vie. Mais cette révélation n'était que le début d'une toile de mensonges qui allait se dérouler de manière dévastatrice. Le sang semblait se glacer dans mes veines tandis que je fixais l'écran de l'ordinateur. Amanda Richardson. Mon ex-femme avait bloqué un héritage dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Monsieur John, dit la directrice de la banque, une élégante femme d'âge mûr prénommée Patricia, qui s'approcha à grands pas, veuillez me suivre dans mon bureau. Nous devons discuter de cette situation délicate. Alors que nous marchions dans le couloir de la banque, mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre l'impossible. Amanda avait-elle toujours été au courant de l'existence de cet argent? Était-ce pour cela qu'elle m'avait épousé? Était-ce pour cela qu'elle s'était battue si farouchement pour obtenir le divorce? Dans le bureau de la directrice, Patricia a fermé la porte et m'a proposé de l'eau, que j'ai refusée.
Mes nerfs étaient en état de choc total. Monsieur, ce compte a été ouvert par votre mère, Margaret Collins, en 1995. Elle y a effectué des dépôts réguliers pendant 2 ans avant son décès. Des dépôts réguliers? Ai-je murmuré, perplexe. Ma mère travaillait comme femme de ménage dans des bureaux le soir. Nous n'avions jamais d'argent pour quoi que ce soit. Patricia a consulté à nouveau les registres. D'après nos archives, les dépôts provenaient d'un accord juridique. Un procès contre une entreprise appelée Henderson Chemical Company. Henderson Chemical. Ce nom m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était là que ma mère travaillait comme femme de ménage lorsqu'elle est tombée malade. D'un cancer du poumon. Les médecins ont dit que c'était dû à une exposition à des produits chimiques toxiques. Elle ne m'a jamais parlé d'un procès, murmurai-je, la poitrine serrée. Il y a une lettre scellée ici, monsieur. Elle a demandé qu'elle ne soit remise qu'à vous, et seulement si vous essayez d'accéder au compte. Patricia me tendit une enveloppe jaunie par le temps. Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe. L'écriture familière de ma mère m'a fait déglutir. Mon cher John, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin découvert l'argent. Je ne t'ai pas parlé du procès parce que je voulais que tu mènes une vie normale, sans te sentir coupable ou responsable de ma maladie. Cet argent est pour toi, afin que tu puisses construire l'avenir dont nous avons toujours rêvé. Utilise-le à bon escient. Je t'aime pour toujours, maman. Les larmes que j'avais retenues pendant tout le divorce ont finalement coulé. Ma mère avait souffert en silence, s'était battue seule contre une grande entreprise et avait tout gardé secret pour me protéger. Et Amanda. Amanda m'avait volé tout cela. Comment est-il possible que mon ex-femme ait pu bloquer un compte dont je ne connaissais même pas l'existence? Ai-je demandé en m'essuyant le visage. Patricia a hésité avant de répondre. Monsieur, selon nos dossiers, elle a présenté des documents juridiques en 2020, affirmant que vous aviez des problèmes de santé mentale et que vous n'étiez pas apte à gérer de grosses sommes d'argent. La procédure a été approuvée pendant la pandémie, alors que de nombreux cas étaient traités rapidement. Des problèmes de santé mentale. Ma voix a monté de plusieurs octaves. Quel type de preuves a-t-elle présenté? Des rapports médicaux suggérant une dépression sévère, une instabilité émotionnelle et des antécédents de tentatives de suicide. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Amanda avait menti effrontément à un tribunal, falsifié des preuves médicales, tout cela pour voler de l'argent dont je ne savais même pas que j'avais le droit. Mais pourquoi aurait-elle fait cela en 2020? Nous étions encore mariés. Elle n'avait pas besoin de me voler. Patricia semblait mal à l'aise. Monsieur, il y a autre chose. La demande de blocage a été faite par le cabinet Patterson et Associates. Le même cabinet qui l'a représenté lors du divorce. Et d'après les dates. Elle s'interrompit, hésitante. Continuez. La demande de blocage a été faite 3 jours avant qu'elle ne demande le divorce. Le monde semblait s'être arrêté. Amanda avait tout planifié. Elle avait découvert l'héritage, en avait bloqué l'accès, puis m'avait abandonné, sachant que je serais complètement ruiné. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Demandai-je, ma voix désormais dangereusement calme. Patricia tapa quelques mots sur son ordinateur. Eh bien, il y a eu quelques tentatives d'accès au compte. Quelqu'un a essayé de transférer les fonds à cette reprise au cours des 3 dernières années. Toutes les tentatives ont été bloquées par la protection légale, mais... Elle s'interrompit, l'air surpris. Mais quoi? La dernière tentative remonte à 2 semaines. Et la demande provenait de l'ordinateur enregistré au nom de Thomas Morrison. Thomas. Le petit ami qui était assis sur mon canapé quelques heures plus tôt, regardant la télévision comme s'il était chez lui. La colère que j'ai ressentie était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait du fait qu'Amanda avait prévu de détruire ma vie depuis 2020, en mentant aux tribunaux, en falsifiant des documents médicaux, et en essayant maintenant de voler le dernier cadeau que ma mère m'avait laissé. « Monsieur John, dit Patricia doucement, puis-je faire quelque chose pour vous aider à renverser la situation ?» Je me levai, pliai soigneusement la lettre de ma mère et la mis dans ma poche. « Oui, » répondis-je d'une voix désormais ferme et déterminée. « J'ai besoin de copies de tous les documents liés à ce compte. Chaque tentative d'accès, chaque document juridique, chaque communication. Tout. Cela peut prendre quelques jours à compiler. » Très bien. Et Patricia? Je m'arrêtai à la porte et me retournai vers elle. Ce compte restera bloqué jusqu'à ce que je règle cette situation. Peu importe qui vient ici, peu importe le type d'autorisation qu'ils apportent. Personne d'autre que moi ne touche à cet argent. Lorsque je quittai la banque, mon esprit était déjà en train d'élaborer un plan. Amanda pensait m'avoir complètement détruit.
Thomas croyait probablement qu'ils étaient les deux personnes les plus intelligentes au monde, volant un homme brisé et sans ressources. Mais ils ignoraient une chose fondamentale. Je n'étais pas seulement un employé ordinaire qui avait tout perdu lors de son divorce. Pendant 10 ans, j'avais travaillé comme auditeur judiciaire spécialisé dans les fraudes d'entreprise. Je savais exactement comment détecter les mensonges, documenter les crimes et monter des dossiers irréfutables. Et Amanda venait de commettre au moins 4 crimes fédéraux que je pouvais prouver. Alors que je marchais dans les rues froides de décembre, je cataloguais déjà mentalement chaque étape à suivre. Ils pensaient que j'étais vaincu, humilié, sans option. En réalité, pour la première fois depuis des années, j'avais enfin un objectif clair et les outils pour le réaliser à la perfection. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur ce qu'Amanda avait fait. Grâce à mon expérience d'auditeur judiciaire, j'ai commencé à reconstituer la chronologie des événements qui avaient conduit au blocage de mon héritage. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade. Grâce à mon accès professionnel aux bases de données publiques, j'ai trouvé le procès qu'Amanda avait intenté en 2020. Les documents étaient méticuleusement falsifiés. De faux rapports médicaux d'un psychiatre qui n'existait même pas, le docteur Marcus Whitfield. Lorsque j'ai vérifié le numéro de licence médicale, j'ai découvert qu'il appartenait à un vétérinaire à la retraite dans l'Oregon. Amanda avait créé un récit complet sur ma prétendue instabilité mentale, incluant des dates spécifiques des épisodes que j'aurais soi-disant eus. Selon les documents, le 15 mars 2019, j'aurais menacé de me jeter du pont de la ville. Le 23 août, j'aurais été hospitalisé après une crise psychotique. Je me souvenais parfaitement de ces dates. Le 15 mars, nous célébrions notre 5e anniversaire de mariage dans un restaurant romantique. Le 23 août, j'étais à une conférence de travail à Denver, avec des centaines de témoins. Mais le plus choquant est venu lorsque j'ai analysé les métadonnées des documents numériques. Ils avaient tous été créés sur le même ordinateur, le même jour, à l'aide du même logiciel. Non seulement Amanda avait falsifié des preuves médicales, mais elle l'avait fait de manière si amateur que n'importe quel enquêteur compétent l'aurait découvert en quelques minutes. Sauf que personne n'avait enquêté. Le tribunal avait approuvé le blocage sur la base de documents manifestement frauduleux parce qu'Amanda connaissait quelqu'un dans le système. Ma découverte suivante a confirmé ce soupçon. Thomas Morrison n'était pas seulement un nouveau petit ami qu'Amanda avait rencontré après notre divorce. Ils se connaissaient depuis au moins 4 ans, et Thomas travaillait comme assistant juridique au cabinet Patterson et Associates, le même cabinet qui avait traité à la fois le blocage de l'héritage et notre divorce. J'ai trouvé des enregistrements d'appels téléphoniques entre Amanda et Thomas datant de 2020, plusieurs mois avant notre séparation officielle. Ils avaient tout planifié méticuleusement, utilisant l'accès privilégié de Thomas au système judiciaire pour accélérer les procédures et contourner les vérifications de routine. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai consulté les enregistrements des tentatives de virement bancaire dont Patricia avait parlé. Thomas n'avait pas essayé de transférer l'argent seulement 7 fois. Il avait essayé 23 fois au cours des 3 dernières années, en utilisant différentes identités et des documents falsifiés. À 2 reprises, il avait failli réussir, obtenant l'approbation de transferts partiels qui n'avaient été bloqués que par des vérifications de sécurité de dernière minute. Lors de sa dernière tentative, il y a seulement 2 semaines, il avait utilisé mon nom et mon numéro de sécurité sociale pour essayer de transférer 500 000 $ vers un compte aux îles Caïmans. Il n'essayait pas seulement de voler mon héritage. Il commettait un vol d'identité à l'échelle fédérale, utilisant mes documents pour commettre des crimes financiers internationaux. S'ils avaient réussi, j'aurais été le principal suspect dans une affaire de blanchiment d'argent. Assis dans la petite chambre de motel où je logeais, les documents éparpillés sur le lit, j'ai senti une colère froide et calculée m'envahir. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, même si 2 700 000 $ pouvaient changer une vie. C'était le fait qu'ils avaient transformé toute mon existence en un mensonge élaboré, utilisant ma confiance pour détruire non seulement mon présent, mais potentiellement aussi mon avenir. Amanda ne m'avait pas épousé par amour. Elle m'avait épousé parce que Thomas avait découvert l'héritage de ma mère et qu'ils avaient besoin d'un accès légal à mes documents personnels. Tout notre mariage n'avait été qu'une opération frauduleuse à long terme. Chaque souvenir heureux que nous avions ensemble semblait désormais contaminé. Notre lune de miel à Paris, elle calculait probablement combien de temps elle devrait attendre avant de pouvoir accéder à mon héritage. Nos projets d'avoir des enfants, probablement une autre manipulation pour s'assurer que je ne me méfie jamais de ses véritables intentions. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Patricia à la banque. « John, comment puis-je vous aider ?»« Patricia, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous changiez l'adresse postale de ce compte pour une boîte postale que j'ouvrirai demain. Et je veux que vous ajoutiez une alerte de sécurité supplémentaire. Toute tentative d'accès doit être immédiatement signalée à moi-même et au FBI. » Il y eut un silence.
Le FBI? Oui. Thomas Morrison et Amanda Richardson commettent des crimes fédéraux en utilisant mon identité. Et j'ai toutes les preuves nécessaires pour le prouver. Monsieur John, êtes-vous sûr de vouloir aller aussi loin? Une fois que nous aurons impliqué les autorités fédérales. Patricia, l'interrompis-je, ma voix désormais ferme et déterminée, ils ont falsifié des documents médicaux, commis un parjure devant un tribunal fédéral, tenté 23 fois de commettre un vol d'identité et ont failli faire de moi le suspect numéro 1 dans une affaire de blanchiment d'argent international. Il ne s'agit pas d'un litige civil. Il s'agit d'une opération criminelle. Lorsque j'ai raccroché, j'ai commencé à organiser toutes les preuves que j'avais recueillies. Documents falsifiés, enregistrement d'appels, tentative de transfert, lien entre Amanda et Thomas antérieur à notre divorce. Mais en classant les documents, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Amanda et Thomas avaient commis une erreur cruciale. Ils étaient tellement concentrés sur la dissimulation de leur tentative de vol de mon héritage qu'ils n'avaient pas remarqué que chaque crime qu'ils avaient commis avait laissé une trace numérique complète. Et en tant qu'expert en audit judiciaire, je savais exactement comment suivre ces traces jusqu'à leur origine. Ils pensaient jouer avec moi, un homme brisé et sans ressources. En réalité, ils venaient de déclarer la guerre à quelqu'un qui passait sa vie professionnelle à dénoncer exactement ce type de fraude d'entreprise, mais qui avait désormais une motivation personnelle pour être absolument impitoyable. Alors que je constituais le premier dossier de preuve, une seule question me venait à l'esprit. Préféraient-ils affronter la justice fédérale ou découvrir ce qui se passe quand quelqu'un doté de mes compétences particulières décide de cesser d'être civilisé et de commencer à être stratégique? Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'ils n'auraient pas à choisir. Ils allaient goûter aux deux options, et je m'assurais personnellement que le processus soit aussi dévastateur que méticuleux. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai transformé mes 10 années d'expérience en tant qu'auditeur judiciaire en une machine de guerre personnelle. Chaque technique que j'avais utilisée pour dénoncer les fraudes d'entreprise servait désormais un objectif beaucoup plus intime. Détruire complètement les personnes qui avaient transformé ma vie en un mensonge élaboré. J'ai loué un petit bureau dans le centre-ville au nom de ma société de conseil et j'ai mis en place une opération d'enquête qui aurait fait pâlir d'envie n'importe quel service de police. Des tableaux blancs recouvraient les murs, reliés par des lignes rouges qui reliaient les dates, les transactions bancaires, les documents falsifiés et les communications interceptées. Ma première découverte est venue des relevés téléphoniques que j'ai obtenus grâce à un contact au service juridique de l'opérateur. Amanda et Thomas n'étaient pas seulement complices, ils dirigeaient un réseau beaucoup plus vaste que je ne l'avais imaginé au départ. J'ai trouvé des preuves d'au moins 7 autres victimes au cours des 5 dernières années. Des personnes vulnérables que Thomas avait identifiées grâce à son accès privilégié au dossier judiciaire, toutes dotées d'héritages substantiels et de situations familiales compliquées. Amanda n'était pas seulement une épouse manipulatrice, c'était une experte en escroquerie matrimoniale à long terme. Le schéma était effroyablement cohérent. Thomas identifiait des cibles à travers des procédures successorales. Amanda se rapprochait socialement, entamait des relations, se mariait, puis ils utilisaient des documents falsifiés pour bloquer l'accès aux héritages tout en drainant lentement les autres actifs. Dans chaque cas, les victimes étaient des hommes divorcés ou veuves âgées de 35 à 50 ans. Je n'étais pas spécial. J'étais simplement la cible numéro 8. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon cas. Les dossiers montraient qu'ils avaient rencontré une résistance inattendue. Mon héritage était mieux protégé juridiquement que les précédents, et ma mère avait inclus des clauses de sécurité qui rendaient le vol complet presque impossible. C'est pourquoi ils sont restés mariés avec moi pendant 8 ans au lieu des 2 ou 3 habituels. Ils avaient besoin de plus de temps pour trouver des failles juridiques, plus de temps pour fabriquer de fausses preuves d'incompétence mentale, plus de temps pour établir des documents permettant des transferts internationaux. Pendant cette période, j'ai découvert qu'Amanda avait systématiquement vidé nos comptes joints, transférant de petites sommes vers des comptes fantômes aux îles Caïmans, qui étaient ensuite consolidés dans des investissements contrôlés par Thomas. Le patrimoine que nous avions perdu pendant notre mariage, les investissements qui avaient mal tourné, les opportunités commerciales qui n'avaient pas abouti, les prêts pour les urgences familiales d'Amanda, avaient été transférés vers un fonds offshore qui valait désormais environ 400 000 $. Ils n'avaient pas seulement tenté de voler mon héritage. Ils avaient systématiquement volé notre vie financière commune pendant 8 ans, utilisant chaque dépôt de mon salaire pour financer un style de vie que je pensais que nous construisions ensemble. Alors que je croyais que nous luttions contre les difficultés financières normales d'un jeune couple, ils mettaient en œuvre un stratagème de détournement de fonds qui transformait chaque jour de travail en financement de ma propre destruction. La colère que j'ai ressentie était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de trahison ou de mensonge. Il s'agissait du fait que chaque souvenir heureux que nous avions ensemble avait été construit avec l'argent qu'ils me volaient, chaque dîner romantique financé par ma propre ruine financière.
Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai pu accéder aux fichiers numériques du cabinet Patterson et Associates grâce à un ancien collègue qui travaillait dans la cybersécurité. Amanda et Thomas ne volaient pas seulement des particuliers. Ils faisaient partie d'une opération plus vaste qui impliquait au moins 3 autres employés du cabinet d'avocats, 2 employés de banque et un psychiatre qui fournissaient de faux diagnostics à la demande. Le réseau traitait environ 2 à 3 affaires par an, ciblant toujours des hommes en période de transition vulnérable, et avait généré plus de 8 millions de dollars au cours des 5 dernières années. Mon affaire n'était pas seulement personnelle. Elle faisait partie d'une opération criminelle organisée qui avait systématiquement détruit la vie de dizaines de personnes. À ce moment-là, en voyant l'ampleur de ce qu'ils avaient fait, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement dénoncer Amanda et Thomas. J'allais démanteler tout le réseau. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. L'agent spécial Jennifer Walsh, mon ancienne collègue qui travaillait désormais dans la division des crimes financiers du FBI. Si cette histoire vous met en colère et vous rend curieux de savoir comment quelqu'un peut utiliser les propres outils du système contre des criminels organisés, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite va vous montrer exactement comment justice peut être rendue lorsque quelqu'un qui dispose des bons outils décide de ne plus être une victime. Jennifer, c'est John Peterson. Je dois signaler une opération de fraude organisée, et j'ai suffisamment de preuves pour engager des poursuites fédérales contre au moins 8 personnes. À partir de cet appel téléphonique, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La phase d'enquête était terminée. La phase de destruction systématique était sur le point de commencer. L'agent spécial Jennifer Walsh est arrivé dans mon bureau improvisé 3 jours après mon appel, accompagné de 2 autres agents fédéraux et d'une spécialiste des crimes informatiques. Son expression a radicalement changé lorsque j'ai commencé à lui présenter l'étendue complète de l'opération criminelle que j'avais découverte. John, ce n'est pas seulement un conflit de divorce qui a dégénéré, a-t-elle déclaré en feuilletant les dossiers que j'avais préparés. Il s'agit d'une opération RICO à grande échelle. Fraude bancaire, usurpation d'identité, complot en vue de commettre des crimes financiers, parjure fédérale. Nous parlons ici de dizaines d'années de prison pour chaque personne impliquée. Au cours des 6 heures qui ont suivi, nous avons monté un dossier fédéral si solide que Jennifer a déclaré qu'il s'agissait du dossier le mieux documenté qu'elle ait vu en 15 ans de carrière. Mon expérience en tant qu'auditeur judiciaire m'avait permis d'organiser les preuves de manière à rendre pratiquement impossible pour tout avocat de soulever un doute raisonnable. Nous voulons que vous portiez un micro, m'a expliqué Jennifer. Nous allons organiser une rencontre contrôlée avec Amanda et Thomas. Si nous obtenons des enregistrements d'eux avouant ou discutant des crimes, ce sera le dernier clou dans le cercueil. Cette idée me rendait nerveux, mais aussi étrangement satisfait. Pendant 8 ans, j'avais cru à chaque mensonge sorti de la bouche d'Amanda. Maintenant, c'était moi qui contrôlerais le récit. Le plan était simple. J'appellerais Amanda, je lui dirais que j'avais découvert l'existence de l'héritage bloqué et je lui demanderais de nous rencontrer pour régler les choses à l'amiable, avant de faire appel à des avocats. Connaissant son arrogance, je savais qu'elle ne résisterait pas à l'occasion de m'humilier une fois de plus, surtout si elle pensait pouvoir me convaincre de renoncer à l'héritage. Le lendemain matin, j'ai passé l'appel. Amanda a répondu à la 2e sonnerie. John, quelle surprise! Sa voix avait ce ton condescendant que je connaissais si bien. J'ai entendu dire que tu vivais dans un motel. Quelle tragédie! Amanda, nous devons parler. J'ai découvert certaines choses au sujet d'un compte bancaire que ma mère a laissé. Des choses dont tu pourrais avoir connaissance. Il y eut un silence tendu à l'autre bout du fil. Quand elle reprit la parole, sa voix avait perdu toute arrogance. Je ne sais pas de quel compte tu parles. Bien sûr que tu le sais. Le compte que tu as bloqué en 2020 à l'aide de faux documents médicaux. Un autre silence, plus long cette fois. John, je pense que tu te trompes. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un de ces fantasmes. Et si on se retrouvait ce soir, au café où on avait l'habitude d'aller lors de nos premiers rendez-vous? Juste toi, moi et la vérité. Si tu arrives à m'expliquer comment un compte dont je ne connaissais même pas l'existence a été bloqué à ton nom, j'oublierai tout ça. Elle a accepté, mais je pouvais sentir la tension dans sa voix. Elle savait qu'elle avait été découverte, mais son arrogance lui faisait encore croire qu'elle pouvait manipuler la situation à son avantage. À 7 heures du soir, je suis arrivé au café avec le micro du FBI discrètement caché sous ma chemise. Jennifer et son équipe étaient postés dans un van à 2 pâtés de maison de là, surveillant tout à l'aide d'écouteurs. Amanda est arrivée avec 10 minutes de retard, impeccablement habillée comme toujours, mais il y avait quelque chose de nerveux dans ses mouvements. Thomas était avec elle, ce qui ne m'a pas surpris. Ils se sont assis de l'autre côté de la table, comme s'ils étaient en position de force. Alors, a commencé Amanda, essayant de retrouver son assurance habituelle, vous avez dit que vous vouliez discuter d'un fantasme concernant un compte bancaire?
Ce n'est pas un fantasme, Amanda. 2,7 millions de dollars laissés par ma mère sur un compte que vous avez illégalement bloqué en utilisant des documents médicaux falsifiés provenant d'un psychiatre qui n'existe même pas. Thomas se pencha en avant, le visage tendu. John, je pense que tu souffres d'une sorte de stress post-divorce. Tu devrais peut-être consulter un professionnel. C'est drôle que tu parles de consulter un professionnel, Thomas. Surtout quand on sait que tu as utilisé mon identité pour essayer de transférer de l'argent vers des comptes aux îles Caïmans. 23 tentatives au cours des 3 dernières années, pour être exact. Thomas pâlit. Amanda le regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la panique pure. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia Thomas. Bien sûr que tu le sais. Tu travailles chez Patterson et Associates. Tu as accès aux dossiers judiciaires. Tu as identifié mon héritage grâce aux documents successoraux, puis tu as orchestré tout un stratagème pour le voler. Amanda finit par perdre son sang-froid. Prouvez-le, cracha-t-elle. Je souris pour la première fois depuis des mois. Je l'ai déjà prouvé. Au FBI. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pus voir le moment précis où ils réalisèrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'une conversation entre ex-conjoints. C'était un aveu enregistré. Vous portez un micro, murmura Thomas, les yeux écarquillés d'horreur. Oui. Et vous venez d'avouer avoir connaissance de crimes dont vous prétendiez ignorer l'existence il y a 2 minutes. Amanda se leva brusquement, renversant sa chaise. Vous ne pouvez rien prouver. Ce ne sont que les allégations d'un homme aigri après un divorce difficile. En fait, je peux tout prouver. Les faux documents médicaux du docteur Marcus Whitfield, qui est en réalité un vétérinaire à la retraite dans l'Oregon. Les 23 tentatives de virement bancaire utilisant mon identité. Les relevés téléphoniques montrant que vous vous connaissiez depuis 4 ans, et non 2 comme vous l'avez déclaré au tribunal. Les 7 autres victimes qui ont suivi le même schéma. Thomas commença à transpirer abondamment. D'autres victimes? Oh oui. Michael Robertson, qui a perdu 400 000 $ en 2018. David Chen, 300 000 $ en 2019. James Miller, 600 000 $ en 2020. Dois-je continuer? Amanda tenta un dernier coup désespéré. John, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Très bien. Expliquez-leur. C'est alors que Jennifer Walsh et les autres agents fédéraux entrèrent dans le café, montrant leur badge. Agent spécial Walsh, FBI, annonça-t-elle calmement. Amanda Richardson et Thomas Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude bancaire, usurpation d'identité, parjure fédérale et participation à une organisation criminelle. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a été le moment le plus satisfaisant de ma vie d'adulte. Amanda a tenté de s'enfuir, mais elle a été interceptée à la porte. Thomas s'est complètement effondré, suppliant qu'on lui accorde un accord, offrant des informations sur les autres membres du réseau en échange d'indulgence. Alors qu'on leur passait les menottes, Amanda m'a regardé avec une expression de haine pure qui a finalement révélé sa vraie nature. « Tu as tout gâché », a-t-elle crié. « Tu n'étais qu'un pauvre pantin. Tu aurais dû être reconnaissant que quelqu'un comme moi s'intéresse à toi. » Amanda, ai-je répondu calmement, tu as passé 8 ans de ta vie à essayer de voler l'argent d'un homme que tu considérais comme pathétique. Qu'est-ce que cela dit de toi? Tout le café regardait maintenant. Les clients enregistraient la scène avec leur téléphone. L'humiliation qu'Amanda avait toujours essayé de m'infliger était maintenant diffusée en direct à des centaines de personnes en ligne. Jennifer s'est approchée de moi pendant qu'ils étaient emmenés. John, c'était parfait. Ils ont avoué pratiquement tout ce dont nous avions besoin. Avec les preuves que tu as recueillies et ces enregistrements, cette affaire est close. Mais le meilleur restait à venir. Dans les jours qui ont suivi, l'enquête fédérale s'est étendue au-delà d'Amanda et Thomas. Le bureau de Patterson et Associates a été perquisitionné. 3 associés ont été arrêtés. 2 employés de banque ont été inculpés. Le psychiatre qui fournissait de faux diagnostics a été arrêté dans son cabinet privé. Tout le réseau s'est effondré comme un château de cartes parce qu'une seule victime a décidé d'utiliser son expérience professionnelle contre ses propres oppresseurs. Mais le moment le plus doux est arrivé 2 semaines plus tard, lorsque j'ai reçu un appel de Patricia de la banque. « Monsieur John, j'ai de bonnes nouvelles. L'ordonnance judiciaire bloquant votre compte a été officiellement révoquée. Les 2,7 millions de dollars sont désormais entièrement sous votre contrôle. » Alors que je digérais ces mots, assis dans la petite chambre du motel où je logeais encore, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, même si la sécurité financière était évidemment transformatrice.
Il s'agissait d'avoir retrouvé mon identité après des années passées à être manipulé par des personnes qui voyaient ma gentillesse comme une faiblesse et ma confiance comme un outil à exploiter. Amanda avait tenté de faire de moi une victime permanente. Au lieu de cela, elle avait créé l'architecte de sa propre destruction. Et maintenant, pour la première fois en 8 ans, j'étais complètement libre de construire la vie que je voulais, sachant que j'avais utilisé ma propre force pour vaincre des personnes qui pensaient pouvoir me contrôler pour toujours. Mon seul regret était que ma mère ne soit plus en vie pour voir comment l'argent qu'elle s'était battue pour me laisser avait finalement servi son véritable objectif. Me donner le pouvoir de me battre pour moi-même quand j'en avais le plus besoin. 6 mois après le café où Amanda et Thomas avaient été arrêtés, j'étais assis au premier rang du tribunal fédéral pendant la lecture du verdict. L'honorable juge Margaret Steinberg tenait le dossier contenant plus de 200 pages de preuves que j'avais minutieusement compilées au cours de mon enquête. Monsieur Thomas Morrison, sa voix résonna dans la salle silencieuse, vous êtes condamné à 15 ans de prison fédérale pour complot en vue de commettre une fraude bancaire, usurpation d'identité dans plusieurs cas, parjure fédérale et direction d'une organisation criminelle. Madame Amanda Richardson, vous êtes condamnée à 12 ans de prison fédérale pour les mêmes crimes, avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans en cas de coopération totale avec les autorités. Amanda a essayé de garder son sang-froid habituel, mais j'ai pu voir ses mains trembler lorsque les menottes lui ont été passées. Thomas s'était complètement effondré 3 mois plus tôt, pleurant pendant son témoignage lorsqu'il avait révélé l'étendue totale de l'opération criminelle. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'ampleur de ce que nous avions découvert. L'enquête fédérale, qui avait débuté avec ma situation particulière, s'était élargie pour révéler un réseau criminel organisé qui opérait depuis plus d'une décennie. Il n'y avait pas seulement 8 victimes, comme je l'avais initialement découvert. Il y avait 43 personnes dans cet état différent, avec des pertes financières totalisant plus de 22 millions de dollars. L'inspectrice Sarah Chen, l'enquêteuse fédérale qui a repris l'affaire après Jennifer Walsh, m'a expliqué l'ampleur du phénomène lors d'une de nos réunions de suivi. John, ce que vous avez documenté n'a pas seulement mis au jour une opération criminelle, m'a-t-elle dit en me montrant une carte avec des points rouges marquant chaque victime identifiée. Vous avez démantelé l'une des opérations de fraude matrimoniale les plus sophistiquées que le FBI n'ait jamais documentées. Nous parlons ici de dizaines de vies rétablies parce que vous avez décidé de vous battre plutôt que d'accepter d'être une victime. Chaque point rouge sur la carte représentait une personne comme moi. Michael Robertson, l'homme de 52 ans qui avait perdu 400 000 $ en 2018, avait tenté de se suicider après avoir découvert que son mariage, de 3 ans, était une imposture élaborée. David Chen, sans lien de parenté avec la détective, avait perdu non seulement 300 000 $, mais aussi la garde de ses enfants lorsqu'Amanda et son réseau avaient fabriqué de fausses preuves de maltraitance infantile. James Miller, victime d'une perte de 600 000 $ en 2020, continuait de rembourser les prêts que Thomas avait contractés en son nom à l'aide de faux documents. Son ex-femme fictive avait disparu avec l'argent, le laissant avec des dettes qui avaient détruit son crédit et l'avaient contraint à vendre sa maison. Le plus choquant fut de découvrir qu'Amanda n'était même pas le vrai nom de mon ex-femme. Son vrai nom était Jennifer Moss, et elle avait utilisé au moins cette identité différente au cours des 10 dernières années. Thomas Morrison était également un pseudonyme. Son vrai nom était Timothy Rodriguez, et il avait été expulsé de la faculté de droit pour avoir falsifié des documents universitaires avant même de commencer sa carrière criminelle. Au cours des mois d'enquête fédérale qui ont suivi, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tout d'abord, les médias nationaux ont découvert l'histoire. CNN, NBC et une douzaine d'autres médias voulaient interviewer l'auditeur judiciaire qui avait démantelé un réseau national de crime organisé en utilisant ses propres outils professionnels. Au départ, j'ai refusé toutes les interviews. Je ne voulais pas que ma douleur personnelle devienne un divertissement public. Mais j'ai ensuite reçu un appel d'une productrice nommée Maria Santos, de la NBC Investigative Unie. Monsieur Peterson, m'a-t-elle dit, je comprends votre réticence à parler publiquement. Mais nous avons été contactés par des dizaines de personnes qui pensent avoir été victimes d'opérations similaires. Votre histoire ne serait pas seulement une question de vengeance ou de justice personnelle. Il s'agirait d'apprendre aux gens à identifier et à combattre ce type de crime organisé. Cette perspective a tout changé pour moi. Il ne s'agissait pas de mon humiliation ou de ma satisfaction personnelle. Il s'agissait d'utiliser mon expérience pour protéger d'autres personnes afin qu'elles ne vivent pas le même enfer que moi. L'interview de NBC a été diffusée un jeudi soir et a généré plus de 200 appels téléphoniques de victimes potentielles au cours des 3 jours suivants. Des personnes de tout le pays qui avaient été manipulées par des opérations similaires, dont beaucoup étaient encore en cours. Le FBI a mis en place une équipe spéciale appelée Opération Love Fraud, utilisant mes techniques d'audit judiciaire comme base pour former d'autres enquêteurs. En 18 mois, ils avaient identifié et poursuivi 6 autres réseaux similaires opérant à l'échelle nationale.
Mais le changement le plus significatif a été personnel. Au cours des premiers mois qui ont suivi mon divorce, je m'étais constamment senti coupable. Comment avais-je pu être aussi naïf? Comment n'avais-je pas vu les signes? Comment avais-je laissé quelqu'un manipuler ma vie pendant 8 ans? Le processus d'enquête et de révélation de la vérité a complètement changé ma perspective. Je n'avais pas été naïf, j'avais été la cible d'une opération criminelle professionnelle. Amanda et Thomas avaient passé des mois à étudier mon profil psychologique, mes faiblesses, mon histoire personnelle avant même de me rencontrer. Ils n'étaient pas seulement des manipulateurs opportunistes. C'étaient des prédateurs spécialisés. Cette découverte n'a pas atténué la douleur de ce que j'avais perdu, mais elle a complètement transformé ma façon de voir cette expérience. Je n'étais pas une victime pathétique qui s'était laissée facilement tromper. J'étais un survivant d'une opération criminelle sophistiquée qui avait utilisé ma gentillesse et ma confiance contre moi. La différence peut sembler subtile, mais elle a été transformatrice. Avec mon héritage enfin accessible, j'ai commencé à reconstruire ma vie d'une manière qu'Amanda n'aurait jamais pu saboter. J'ai acheté une maison modeste mais confortable dans un quartier tranquille. J'ai constitué un fonds d'urgence qui m'assurerait une sécurité financière pour le reste de ma vie. Et, plus important encore, j'ai commencé à utiliser mon expérience et mes ressources pour aider d'autres personnes. J'ai créé une fondation appelée Financial Justice Initiative, qui offre des audits judiciaires gratuits aux victimes de crimes financiers. J'ai engagé d'autres auditeurs, des enquêteurs privés et des avocats spécialisés dans la fraude. En 2 ans, nous avons récupéré plus de 3 millions de dollars pour les victimes de divers types de fraudes et de crimes financiers. Ce travail m'a non seulement donné un nouveau but, mais m'a également mis en contact avec une communauté de personnes qui comprenaient exactement ce que j'avais vécu. D'autres victimes, d'autres survivants, d'autres personnes qui avaient décidé de transformer leur traumatisme en action. C'est grâce à la fondation que j'ai rencontré Rebecca. C'était une avocate spécialisée dans les crimes financiers qui avait contacté notre organisation au sujet d'une affaire particulièrement complexe. Lors de notre première rencontre, j'ai immédiatement remarqué sa compétence professionnelle, mais aussi quelque chose de plus subtil, une détermination qui me semblait familière. Au cours du déjeuner qui a suivi notre réunion de travail, elle m'a raconté qu'elle avait perdu 50 000 $ dans une arnaque à l'investissement 5 ans auparavant. Au lieu d'accepter cette perte, elle avait changé de carrière pour se spécialiser dans le recouvrement d'actifs, consacrant sa vie professionnelle à faire tomber exactement le type de criminel qui l'avait volé. Certaines personnes guérissent grâce à la thérapie, m'a-t-elle dit en souriant pendant que nous prenions un café. Moi, je guéris en aidant à mettre les escrocs en prison. Notre relation s'est développée naturellement au fil des mois de collaboration professionnelle. Il n'y avait ni pression, ni manipulation, ni agenda caché. Juste 2 personnes qui avaient survécu à des expériences traumatisantes et trouvé un sens à leur vie en transformant leur douleur en action positive. 18 mois après notre rencontre, Rebecca et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie en présence de notre famille proche et de quelques collègues de la fondation. La différence entre ce mariage et ma relation précédente était flagrante. Il n'y avait pas de secret, pas de jeu de pouvoir, pas d'intention cachée. Juste un partenariat sincère basé sur le respect mutuel et des objectifs communs. Le matin de notre premier anniversaire de mariage, j'ai reçu un email inattendu. Il provenait de Michael Robertson, l'une des premières victimes d'Amanda et Thomas. Il avait découvert mon histoire grâce à la couverture médiatique et avait passé les 2 dernières années à reconstruire sa vie après avoir failli se suicider. « John », écrivait-il, « je tiens à vous remercier d'avoir eu le courage de vous battre. Quand j'ai vu votre interview sur NBC, j'ai réalisé pour la première fois que je n'étais pas seul. Je n'étais pas le seul idiot à avoir été trompé par une femme rusée. Nous étions les victimes de criminels professionnels. Cette prise de conscience m'a littéralement sauvé la vie. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai un nouvel emploi, une nouvelle maison et, surtout, j'ai retrouvé mon estime de moi. Si vous n'aviez pas dénoncé ces criminels, je n'aurais jamais découvert qu'il n'y avait rien qui clochait chez moi. J'étais simplement devenu la cible de personnes très malveillantes. J'ai reçu des dizaines de mails similaires au cours des années suivantes. Des personnes qui avaient reconstruit leur vie après avoir découvert qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles n'étaient pas des ratées, qu'elles ne méritaient pas ce qui leur était arrivé. 3 ans après l'incarcération d'Amanda et Thomas, j'ai reçu une notification officielle du système pénitentiaire. Amanda avait demandé à ce que mon nom soit ajouté à sa liste de visiteurs autorisés. Elle voulait discuter. Ma première réaction a été de refuser immédiatement. Pourquoi lui donner la satisfaction d'une dernière manipulation? Mais Rebecca m'a suggéré une autre perspective. C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin pour tourner définitivement la page, m'a-t-elle dit. Non pas pour lui donner ce qu'elle veut, mais pour te prouver à quel point tu as complètement surmonté le pouvoir qu'elle avait sur toi. J'ai décidé d'accepter la visite.
Amanda était très différente de la femme élégante et sûre d'elle que j'avais connue. 5 ans de prison fédérale avaient effacé toute sa surface polie. Elle semblait plus âgée, fatiguée, mais ses yeux avaient toujours cette qualité calculatrice dont je me souvenais. « John » m'a-t-elle dit dès que je me suis assis de l'autre côté de la table en plastique, « je sais que tu me détestes. Mais je veux que tu comprennes que ça n'a jamais été personnel. » Je l'ai regardée en silence pendant un moment avant de répondre. « Amanda, ou Jennifer, ou quel que soit ton vrai nom, ai-je dit calmement, tu as raison sur un point. Ce n'était pas personnel. Pour toi, je n'étais qu'une cible de plus. Une source de revenus supplémentaires. Un idiot avec de l'argent que tu pouvais manipuler. » Elle a semblé surprise par mon ton maîtrisé. « Mais voici ce que tu ne comprends pas, » ai-je poursuivi. « Pour moi non plus, ce n'est plus personnel. Tu n'es pas la femme que j'aimais, cette femme n'a jamais existé. Tu n'es qu'une criminelle qui a choisi de m'utiliser comme victime. Et les criminels doivent en assumer les conséquences. C'est ainsi que fonctionne le système. Vous avez ruiné ma vie, dit-elle, et pour la première fois, je vis une fissure dans son sang-froid. Non, répondis-je. Vous avez ruiné votre propre vie lorsque vous avez décidé de la construire à travers le crime. Je n'ai fait que documenter les preuves des crimes que vous avez commis. Le système judiciaire a fait le reste. Je me levai pour partir, mais elle me rappela. John, croyez-vous vraiment que vous êtes meilleur que moi? Je me suis arrêté et je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Amanda, il ne s'agit pas d'être meilleur ou pire. Il s'agit de choix. Vous avez choisi de construire votre vie en détruisant celle des autres. J'ai choisi de construire ma vie en protégeant les gens de la destruction. Les conséquences de ces choix parlent d'elles-mêmes. Je suis sorti de prison avec un sentiment inattendu, ni satisfaction, ni colère, ni tristesse. Un soulagement total. Une véritable conclusion. Aujourd'hui, 5 ans après cette terrible matinée où Amanda m'a chassé de chez elle, ma vie est méconnaissable et infiniment meilleure. Rebecca et moi avons une belle maison avec un jardin que nous cultivons ensemble le week-end. La Financial Justice Initiative est devenue une organisation nationale qui a déjà récupéré plus de 15 millions de dollars pour les victimes de fraude. J'ai des relations sincères basées sur l'honnêteté et le respect mutuel. Plus important encore, j'ai une paix intérieure qui vient du fait de savoir que j'ai transformé l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie en une force pour le bien dans le monde. L'héritage que ma mère m'a laissé a finalement servi son véritable objectif. Non seulement il m'a apporté une sécurité financière, mais il m'a aussi donné les moyens d'honorer sa mémoire en aidant d'autres personnes qui avaient besoin d'être protégées contre ceux qui auraient pu profiter de leur gentillesse. Parfois, je repense encore à ce matin où tout s'est effondré. Amanda pensait qu'elle me détruisait complètement, me réduisant à néant, m'exposant comme un échec total. En réalité, elle me libérait de la dernière illusion qui me maintenait prisonnier d'une vie fondée sur des mensonges. Si cette histoire de transformation, de justice et de dépassement de soi vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous avons des dizaines d'autres histoires fortes sur des personnes qui ont affronté leurs pires moments et en sont sorties plus fortes. Des histoires qui montrent que peu importe à quel point vous tombez bas, il y a toujours un chemin pour remonter la pente, non seulement pour revenir là où vous étiez avant, mais pour aller vers quelque chose de bien meilleur. La vérité, c'est qu'Amanda a été la meilleure chose qui me soit arrivée, car elle m'a forcé à découvrir une force que je ne savais pas avoir et un but que je n'aurais jamais pu trouver si ma vie n'avait pas été complètement détruite au préalable. Elle a essayé de faire de moi une victime permanente, mais elle a accidentellement créé un défenseur implacable de la justice. Et aujourd'hui, alors qu'elle compte les jours dans une cellule de prison fédérale, je me réveille chaque matin aux côtés d'une femme qui m'aime sincèrement, dans une maison construite avec de l'argent honnêtement gagné, prêt pour une nouvelle journée à protéger les gens contre des prédateurs comme la femme que je pensais aimer autrefois. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de se construire une vie si belle qu'ils deviennent complètement insignifiants. Morning, boss. Get him! What the flick was that? Nice work! Is that everyone? Quickly go on to dark side. We have no dark side. No, still red, still red, still red. Yeah, we're still red. The guy in the sniper tower. No, the guy's still in that fucking window.
So there's a whole other team that was over there together. Uh-huh. Or the last guy who watched his team go down underneath. Hey, freak. You do yeah, okay. No, because there was 3 bodies there. Unless one was a solo, I don't know. But the guy was still in the fucking window across the way. We don't know until the game loads. Why didn't he shoot when I got the res on you? Because he wanted to be more fancy and just kill Nate twice. Like, Makes yeah. so much Who sense. doesn't want double nene? That's fair. Not me. Oh, okay. I think double Nene would hurt my What's the- brain. No, it's part of a duo. I'm done with this Spectre. Oh, thank God. Fuck. All I'm saying is fucked. Well, I don't have to run the Spectre anymore. Happy about that. Duo. The last one that killed you guys was a duo who's a 5-star. Okay. We killed 5 people. The last guy got taken out by the guy who's You put it on and you don't even read anything about it? Wow. So wait a second, Ducky, did she get the thing? She got the thing, she put the hoodie on and she didn't even read any of the text on the hoodie. Oh, thank God. Chaos, send the pics! Oh, that's fucking hilarious. She just chucks it, she's like, oh, it's super soft, not realizing that it actually has writing on it. Oh, I'm so happy. I'm so genuinely happy. Oh. I didn't know anything about this until last night. I just got motherfucker. Did you get a photo of her wearing it? Chaos, I want a picture. Does it fit nicely? Katie's pissed. Hey, what are we eating? Oh, I love it. She wants to take a photo. Minties. Just take a photo, put it in the Oh, the chat. biscuits? No. Okay, I'm the back for a candy, few. What did the I chocolate miss? Mentos. Chaos received her okay. birthday present from Yeah. me. So the Oh, reason me and shit. Ducky are laughing our ass off is Ducky Alright. sent a birthday present to Chaos for her birthday and it just arrived now. Mm-hmm. Happy birthday, Chaos! It's a while ago. Don't worry about it. I know. I was there, remember? I know. So I sent a hoodie with all our inside jokes on it. And she put it on That's without cute. even reading it. Yeah, she puts the hoodie on, doesn't even read the hoodie, and then realizes what it says after I said, did you read the hoodie? And then I get a message saying, motherfucker. Oh, fucking hell. More fire! Oh, fuck. Okay. Put the second on the sleeve. I brought Yeah. fire with me as well. I'm not saying you're the problem, but you're the problem. I know. My therapist tells me that.
He doesn't need to tell you that. It's written on your forehead. You're being mean to me today.